chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de nous choisir de nouveau pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici tout d'abord les titres de ce journal. La signature de plusieurs accords de coopération entre Kinshasa et Doha a marqué le séjour de quelques heures de l'émir du Qatar dans la capitale congolaise. À travers cette visite historique, la RDC et le Qatar ont renforcé leurs relations bilatérales dans les secteurs clés. La signature de ces accords est intervenue après un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue du Qatar. À Kinshasa, l'opération Tosa Bato Sayo est diversement appréciée par la population quinoise. De nombreux Quinois restent en tout cas sceptiques quant à l'effectivité de cette mesure qui vise à restaurer l'ordre et le civisme dans la capitale. On en parle dans cette édition du journal. Le 21 novembre marque la célébration de la journée mondiale de la télévision. Cette journée met en lumière le rôle central de la télévision qui, malgré l'évolution des plateformes numériques, reste un média influent, capable de toucher des millions de téléspectateurs. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans quelques heures. Arrivé ce vendredi 21 novembre de l'émir du Qatar, Cheikh Tamir Ben Hamad, à Kinshasa, il a été accueilli par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné d'une délégation de membres du gouvernement. Cette visite s'inscrit en tout cas dans le cadre des renforcements des relations bilatérales et des liens économiques entre la RDC et le Qatar. Pendant quelques heures, dans la capitale congolaise, l'émir du Qatar a procédé à la signature de plusieurs accords, notamment dans les secteurs des transports, de la diplomatie et de la jeunesse, affirment les sources de la présidence congolaise. Parmi ces accords figure également la suppression des visas pour les passeports officiels pour les Qatar. Notons qu'avec Kinshasa, l'émir du Qatar a transité par Kigali où il a rencontré son homologue rwandais Paul Kagame, discutant autour des questions liées à la restauration de la paix entre la RDC et les Rwanda. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a vivement condamné ce vendredi 21 novembre les récentes attaques perpétrées par les ADF MTM dans les territoires de Lubero au Nord Kivu. Ces violences survenues entre les 13 et les 19 novembre ont coûté la vie à 89 civils selon un bilan encore provisoire. Dans un communiqué officiel, la MONUSCO qualifie ces actes de particulièrement meurtrières et insiste sur la nécessité de protéger les populations civile, une priorité absolue de son mandat. Elle réaffirme son engagement aux côtés des autorités congolaises et des partenaires locaux pour mettre fin à l'insécurité dans cette zone déjà fortement éprouvée. La mission onusienne, il faut le dire, appelle également à ce que les auteurs de ces atrocités soient suivis et traduits en justice, tout en encourageant une coordination accrue entre les forces armées congolaises, les FARDC et les acteurs de la communauté internationale. La notabilité du Nord Kivu soutient la suppression par le vice-premier ministre de l'Intérieur de la campagne Une arme contre $100 initiée par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Maître Achille Kapanga, ancien maire de Beni, pense que ces genres d'opérations méritent en tout cas rigueur et vigilance. Il est au micro de Dana Bwana. On avait tout suivi. Le gouverneur de la province de Nord Kivu, le général-major Kakule Somo-Evariste, avait initié une action, une campagne d'une arme contre $100. Ça a essayé un peu de commencer, mais quelques temps après, on a vu un télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur qui a interdit cette activité-là. Alors, moi je pense qu'il faut y avoir plusieurs lectures. La première est celle-ci. Vous savez qu'il y a des gens qui font déjà le trafic d'armes dans notre pays. Donc, une fois qu'ils savent que il y a là où ils peuvent acheter une arme à $50 et la revendre à $100, ils feront cet exercice-là parce qu'ils vont gagner. Ils peuvent aller récupérer une arme à $50 quelque part, ils viennent la revendre à $100.
et de 2. Ça peut maintenant donner l'image de la non-existence des services compétents. Puisque nous avons des services de renseignement qui sont là pour traquer les gens qui détiennent illégalement les armes. Alors, faire croire à la population que détenir une arme, c'est légal et la ramener au gouvernorat, c'est une activité normale, ce n'était pas bon. Il faut que la population ait peur de détenir une arme. Il faut que tout Congolais sache qu'on ne peut pas détenir une arme illégalement. Voilà pourquoi nous pensons que ce qui est important, c'est que le gouvernement de la province doit travailler beaucoup plus avec les services, avec la population, pour qu'on puisse dénicher tout le monde qui détient légalement les armes. Ces gens sont dans nos familles, dans nos maisons et consorts. Il y a aussi plusieurs stratégies qui doivent être développées. Mais faire croire que c'est ça la solution, je ne suis pas tellement d'accord. Parce que ces gens-là risqueront d'en faire une activité lucrative et ce sera comme un cycle infernal. Nous encourageons le gouvernement pour l'initiative qu'il a prise, mais par la même occasion, nous pensons qu'il faut aussi remercier le vice-premier ministre qui a compris que nous y avait déjà un danger puisque nous sommes dans une zone opérationnelle. En tout cas, nous pensons que les autorités ont chacun agi dans la limite de ses compétences, mais nous leur demandons de faire mieux parce que ce que nous voulons, c'est maintenant éradiquer ce phénomène de circulation illicite d'armes dans la province qui occasionne des morts d'hommes. 135 lauréats de l'Académie militaire de Kananga ont prêté serment devant le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Guy Kambombo, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont désormais officiers subalternes, magistrats militaires, juristes et médecins. Les patrons de la défense leur a exhorté à servir la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Suzy Kibira Omar. 135 lauréats ont prêté serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, représentant personnel du commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Kasaï central. Ils sont désormais officiers subalternes, respectivement magistrats militaires, juristes et médecins de la 20e session spéciale 2024-2025. En présence du premier président de la haute cour militaire, de l'auditeur général des FARDC, ainsi que le commandant des écoles militaires représentant du chef d'état-major général, ces officiers ont juré fidélité à la nation, obéissance à la Constitution et des lois de la République pour défendre la patrie avec honneur, dignité et discipline jusqu'au sacrifice suprême. Serment acté par le patron de la Défense nationale qui a rendu un vibrant hommage au président de la République pour son leadership éclairé et son engagement permanent en faveur de la formation des officiers des FARDC et des magistrats militaires. Dans son allocution, Guy Kabombo Mwadianvita a appelé ses officiers à servir l'État avec dévouement, dignité, intégrité et à rendre justice avec impartialité. En tant que magistrat, vous êtes appelés à servir l'État avec dévouement, dignité et intégrité. Vous devez témoigner de votre esprit civique par un effort soutenu en vue de vous améliorer, en vous soumettant à une formation et à un perfectionnement permanent en toutes circonstances. Cela dans l'accomplissement de vos fonctions, l'organe de la loi. Vous devez rendre justice avec impartialité. Cette cérémonie a été également marquée par la remise de brevets ainsi que des prix aux lauréats ayant distingué dans chaque catégorie. S'en est suivi le défilé, la visite guidée des infrastructures de l'Académie militaire et la signature du livre d'or a sanctionné cette activité officielle. Pour rappel, au mois d'avril dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, s'y était rendu pour présider la cérémonie de prestation de serment des officiers subalternes de la 36e session ordinaire et 19e session spéciale. 2 résolutions reconnaissant la réalité des génocides commis en République démocratique du Congo ont été officiellement remis par les ministres des Droits humains Samuel Bemba Kabouy au président de l'ECC, le révérend Dr André Gédéon Bokundoa. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de vulgarisation souhaitée par la première ministre Judith Soubinois. La suite dans cet élément.
Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a présenté au révérend Dr André Bokundoa les 2 résolutions de la Commission africaine des droits humains et des peuples et de la société civile africaine relatives au génocide subi en RDC, conformément aux orientations de la Première ministre. Cette rencontre visait à encourager leur diffusion au sein de cette importante communauté religieuse. Les 2 responsables ont échangé longuement sur la portée de ces résolutions et sur leur rôle dans la recherche de justice, selon les informations rapportées. À l'issue de l'entretien, Maître Samuel Mbemba Kabouya a appelé l'Église du Christ au Congo à participer activement à la vulgarisation de ces textes. Il a affirmé que cette campagne d'appropriation atteindrait toutes les couches de la population grâce à une détermination renouvelée. Il était de mon devoir de venir vers les pères de l'Église pour les leur remettre conformément aux recommandations, instructions que j'ai reçues de la part de la Première ministre chef du gouvernement qui a demandé que ces 2 résolutions soient connues de tout le peuple congolais. Il faut qu'il y ait une forte mobilisation pour que tout notre peuple se l'approprie. Il s'agit des premiers résultats du combat initié par son Excellence Monsieur le Président de la République pour la reconnaissance des génocides que notre pays connaît. C'est un travail d'ensemble. L'Église avait déjà commencé ce travail. Nous, par la volonté du chef de l'État qui nous a nommés, nous avons rejoint ce combat. Nous travaillons là-dedans avec la CIAVAR, le FONAREV, mais aussi l'appui de la distinguée Première Dame qui a fait de la réparation des victimes son combat. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la sensibilisation autour de la reconnaissance des violences subies en RDC. Les présidents de l'Assemblée provinciale du Maniema, ensemble avec le gouverneur des provinces du Maniema, ont regagné Kindu ce vendredi après avoir passé 16 jours dans la capitale congolaise. Les responsables des 2 institutions provinciales ont eu à participer à la table ronde initiée par le ministre national de l'entrepreneuriat sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les speakers de l'organe délibérant du Maniema dévoilent les contenus de ces assises au micro de notre permanent depuis Kindu, Roger Bonindanzenga. Dr Kibungi Mutanga Junior, speaker de l'Assemblée provinciale du Maniema, est à Kindu depuis ce vendredi 21 novembre 2025 à province de Kinshasa, où il a passé 16 jours de tasses travaux pour l'intérêt de la province, ensemble avec le gouverneur de province Moussa Kabankoubi Moïse. Sous l'égide du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Dr Kibungi Mutanga Junior, speaker de l'organe délibérant du Maniema, a participé avec les autres présidents des assemblées provinciales à la table ronde sur l'entrepreneuriat. Abordé par la presse, le président Kibungi dévoile le contenu de ces assises. Nous sommes rendus à Kinshasa sur l'invitation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, qui avait le message de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, consistant à suspendre momentanément les motions contre les gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que les pétitions contre les membres du bureau. Pendant cette période, nous avons aussi assisté à la table ronde sur l'emploi et le partenariat des jeunes. Au cours de cette table ronde, nous avons constaté l'engagement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour accompagner la jeunesse à accéder au financement ainsi que de nous produire dans les jours à venir des millionnaires congolais. Et également, au cours de notre séjour à Kinshasa, nous avons aussi assisté à un briefing sur l'académie parlementaire, qui est une nouvelle académie qui va former les hauts cadres, députés, hommes d'État sur les notions du Parlement. C'est sous forme d'une école parlementaire qui sera opérationnelle d'ici début de l'année 2026.
La République démocratique du Congo veut tourner la page des abus, des conflits liés à l'exploitation minière. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré les opérateurs économiques suisses à la Chambre des commerces, d'industrie et des services de Genève pour présenter les réformes engagées par les gouvernements congolais et appeler à des investissements responsables dans les secteurs miniers. Un message fort axé sur la bonne gouvernance, la traçabilité des ressources et un partenariat gagnant-gagnant. Jacques-Olivier Moulou-Bandombe pour la suite. Judith Suminwa Tuluka a ouvert les débats en insistant sur la nécessité de construire une économie locale résiliente et de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais. Elle a également souligné la richesse du pays au-delà de mines. Nous avons des ressources. La première des ressources, ce ne sont pas les mines, ce sont les ressources humaines. Et nous sommes un pays de 120 millions d'habitants avec 70% de jeunes. Donc cette ressource-là, nous l'avons. L'autre ressource, évidemment, ce sont les minerais et dont les minerais critiques. Et n'oublions pas, en dehors du sous-sol, nous avons la forêt, les ressources hydriques et nous avons le sol. Le ministre des Mines et celui de la Justice ont détaillé les efforts du gouvernement pour instaurer la transparence, la traçabilité et lutter contre la corruption. Résumant la rencontre, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a assuré que le message de la RDC est bien passé. Très souvent, la République démocratique du Congo, elle est mal racontée, elle est racontée par d'autres qui ne ressortent pas toujours les efforts que nous faisons. Et le fait d'avoir la première ministre ici dans la plus petite des grandes villes, comme s'il faut emprunter l'expression du modérateur tout à l'heure, c'est d'être au contact de ceux qui sont dans les trading, de ceux qui travaillent dans les secteurs pour entendre notre vision par rapport à nos minerais, écouter ce que nous avons encore comme potentiel et la possibilité pour eux de venir investir et voir comment ils peuvent tirer profit. Les représentants de la CCIG et de la communauté des affaires ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner concrètement la RDC. Melchior Demurald, représentant de la place financière, a exprimé un grand sentiment d'énergie et d'enthousiasme. Cette rencontre marque une étape importante dans le repositionnement de la RDC sur la scène économique internationale avec un message fort axé sur la bonne gouvernance, la traçabilité des ressources et un appel aux investissements durables et mutuellement bénéfiques. Alors que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a lancé l'opération Tosabato Sayo censée restaurer l'ordre et le civisme dans la capitale, de nombreux Kinois se disent en tout cas sceptiques. La population pointe du doigt l'absence criante d'infrastructures adaptées tout en dénonçant une décision jugée déconnectée aux réalités quotidiennes. Un reportage de Dieu merci Chibouaboua rendu par Nana Bwana. L'opération Tosabato Sayo récemment décrétée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa se veut une initiative destinée à remettre de la discipline dans la circulation, à encourager le respect des autorités urbaines et à promouvoir un meilleur vivre ensemble. Sur les papiers, la mesure paraissait prometteuse, mais sur terrain, la réaction de la population raconte une toute autre histoire. Cette décision malamu peut équilibrer le transport pour transport peut remarquer à Kinshasa na pris na et ça bien peu soit si banzela va appliquer loi wana et qu'il est bien maintenant une facilité bambouteillage ça au transport et moins mata cause embouteillage opération Tosabato Sayo Daniel Bumba est pas mal pour na augmentation ba prix ningi mata air nyonso ya ba transport au moins OK air au transport ça na prix moko boye air mususu prix mati air mususu kiti opération est pas mal les a bien tout ces pays non mais il faudra que l'année longue suivi ezala et le fait ça que transport matarami mingi eza banzela ba embouteillage le guide trop là nous so que nous tala ba embouteillage vi que banzela bazo sala banzela silina noté to linga banzela sila parce que pour embouteillage peut se sili les prix est fan normal ngenge ba compte balingi prix ezala. Ainsi, l'opération Tosabato Sayo pourrait devenir un outil efficace si elle s'inscrit dans une stratégie globale incluant la réhabilitation des infrastructures, l'amélioration de la mobilité urbaine et un dialogue permanent avec les citoyens. À défaut, elle risque d'être perçue comme une mesure de plus bien intentionnée, mais mal ancrée dans la réalité quinoise.
La première dame de la République démocratique du Congo va offrir 300 bourses d'études à l'Institut supérieur des arts et métiers en sigle ISAM. Denise Nyakeru Tshisekedi l'a annoncé jeudi lors de l'inauguration d'un atelier de couture industrielle. Clarisse Koko Kapalai pour ce reportage. La première dame de la République est plus que déterminée à faire de l'éducation de jeunes, particulièrement celle de la jeune fille, l'un des piliers de son engagement. Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a inauguré jeudi 20 novembre l'atelier de couture industrielle de l'ISAM, a annoncé l'octroi de 300 bourses d'études aux futures étudiantes de la première année de cet institut. La sélection des bénéficiaires sera assurée par la Fondation Lona à travers un test. La directrice générale de l'ISAM a remercié la première dame de la République pour ses gestes de générosité. Déjà, l'appellation de Denise Nyakeru Tshisekedi de l'atelier inauguré ce jour est un acte qui démontre l'engagement constant de la First Lady pour la jeunesse congolaise. Nous avons voulu symboliser son nom, son existence ici à l'ISAM à cause de tout ce qu'elle fait. Cette personnalité de notre pays, tout le monde a vu combien elle est soucieuse de l'éducation et de l'avenir de la jeunesse congolaise. Alors nous avons voulu l'honorer en nommant notre atelier industriel Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est vraiment un acte de grande générosité qu'elle a prouvé à la jeunesse de l'ISAM et nous lui disons un grand merci. Un grand merci pour sa présence. Nous avons vu qu'en toute simplicité, elle est venue à nous, elle est restée, elle a tendu l'oreille à ce que nous lui avons dit et ça nous a vraiment réjouis, ça nous a honorés. Et nous l'encourageons à poursuivre ces actes de bienfait en faveur de la jeunesse congolaise. Les étudiants de l'ISAM sont déterminés, elles aussi, à participer au test de la Fondation pour bénéficier de cette bourse qui leur est offerte par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Il faut noter que ce nouvel atelier est équipé de plusieurs machines à coudre industrielles ultra modernes assistées par ordinateur, offrant ainsi aux étudiants un environnement d'apprentissage de pointe. Journée mondiale de la télévision est célébrée chaque année le 21 novembre. Elle met en avant le rôle central de la télévision dans la diffusion de l'information, le divertissement et l'éducation à travers le monde. Bien que les technologies évoluent et que les plateformes numériques gagnent en tout cas en popularité, la télévision reste un média influent capable de toucher des millions de personnes simultanément. Nana Bouana nous en dit plus. Instituée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies, la Journée mondiale de la télévision souligne l'importance de la télévision en tant que vecteur de la communication et des dialogues. Elle rappelle également la responsabilité des médias audiovisuels dans la transmission d'informations fiables et la promotion du débat public. Selon l'ONU, l'initiative de cette journée était de reconnaître l'influence de la télévision sur la prise de décisions politiques et économiques ainsi que son impact sur l'opinion publique. Depuis lors, la date du 21 novembre est consacrée à la célébration de ces médias et à la réflexion sur l'évolution face aux nouvelles technologies. La journée de la télévision poursuit plusieurs objectifs également, notamment sensibiliser à l'importance du média télévisuel malgré l'essor du numérique. La télévision demeure un canal essentiel d'information et de culture. Encourager la diversité des contenus, la journée met en avant la nécessité de proposer des programmes variés reflétant la pluralité des sociétés et des opinions, promouvoir un usage responsable de la télévision. Elle rappelle également l'importance de la déontologie journalistique et de la lutte contre la désinformation. Elle souligne aussi les rôles de la télévision dans le développement en tant qu'outil d'éducation et de sensibilisation. La télévision peut contribuer à la diffusion de messages sur les enjeux mondiaux tels que les changements climatiques, la paix ou les droits humains. Les lampions de la 74e édition de l'élection Miss Univers Thaïlande 2025 se sont éteints par la victoire de Miss Univers Mexique Fatima Bosch qui a remporté la couronne Miss Monde. La candidate Miss Univers Congo éliminée avant la finale a présenté
a représenté la RDC dans ce concours mondial des beautés qui a connu une ambiance électrique marquée par les performances des autres candidates venues des 4 coins de la planète. Tête haute malgré sa défaite, Dorcas Dienda a remercié tous ceux qui l'ont soutenu durant cette grande aventure. Irène Moussouné nous fait le point. Clôturer la nuit de jeudi à ce vendredi 21 novembre, la grande compétition Miss Univers Thaïlande 2025, suivie par plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde, a connu une ambiance électrique marquée par les performances d'une centaine de candidates venues de 4 coins de la planète. Une compétition marquée par plusieurs défilés préliminaires en maillot, en robe de gala, et le plus impressionnant reste le défilé où 122 lauréates ont dévoilé leurs costumes nationaux respectifs, rendant ainsi hommage à leur pays, à la nature, à la culture et aux symboles, monuments emblématiques et autres thèmes traditionnels liés à l'histoire de leur peuple. C'est dans cette phase que la Miss Univers Congo Dorcas Dienda a gagné l'approbation du public avec un costume symbolique et porteur du message d'un Congo riche avec ses différentes richesses en faune, flore et ressources minières. Sa devise, ses ailes, signe d'un nouvel envol. Après 4 jours d'une rude compétition aux multiples épreuves liées aux performances sur le plan pratique, culturel, théorique, avec test devant le jury, la mode et beauté qui a éliminé en phase de top 30, Miss Univers Congo Dorcas Dienda, la lauréate RDC, fière d'avoir osé à ces grands rendez-vous de la beauté planétaire, reste optimiste malgré sa défaite. Elle exprime sa gratitude. J'ai vu tout l'engouement qu'il y avait autour de ce concours Miss Univers, le soutien que j'ai reçu de mes frères, de mes chers compatriotes. J'ai vu à quel point notre pays a été uni pendant cette période et c'est quelque chose qui m'a touchée énormément. Vous ne savez pas à quel point je suis émue. Je vous remercie de m'avoir accompagnée tout au long de ce parcours. La phase éliminatoire s'est poursuivie au top 20, 10 et top 5 des meilleures Miss Univers qui a vu retenir cette fois une Africaine, l'Ivoirienne Olivia Yassé. C'est finalement face à un duo restant que Fatima Bosch, Miss Univers Mexique, a remporté la couronne Miss Univers tant convoitée. Aux apparences pratiquement effacées et humiliées en avance par un membre du jury en plein point de presse, la victoire de la Mexicaine Fatima Bosch, qui a déjoué tous les pronostics, reste du moins contestée par une grande partie du public. La compétition Miss Univers relance le débat sur le racisme qui domine ces secteurs de plus en plus face à la disqualification de plusieurs beautés africaines qui ont brillé, donné le meilleur d'elles le long de la compétition par leur performance. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle les titres avant de mettre un terme à ces journaux. La signature de plusieurs accords entre Kinshasa et Doha a marqué le séjour de quelques heures de l'émir du Qatar dans la capitale congolaise. À travers cette visite historique, la République démocratique du Congo et le Qatar ont renforcé les relations bilatérales dans les secteurs clés. La signature de ces accords est intervenue après un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et son homologue du Qatar. À Kinshasa, l'opération Tosabato-Sayo est diversement appréciée par la population quinoise. De nombreux Quinois restent sceptiques quant à l'effectivité de cette mesure qui vise à restaurer l'ordre et le civisme dans la capitale. Vous l'avez suivi dans ce journal. Le 21 novembre marque la célébration de la journée mondiale de la télévision. Cette journée met en lumière le rôle central de la télévision qui, malgré l'évolution des plateformes numériques, reste un média influent capable de toucher des millions de téléspectateurs. C'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.